Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast de La Voix d'une amoureuse. Je suis très contente de te retrouver après quelques semaines de pause pour moi. Alors j'avais envie de te proposer un épisode un peu particulier aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre. Je suis une grande fan de cette super série qui est Sex Education. Donc ça y est, je l'ai fini. J'ai fini la dernière saison qui est sortie il y a quelques semaines, que tu as peut-être regardé ou pas. Et en fait, je me suis rendu compte que ça avait matière à tellement d'infos sur le couple. Au-delà finalement des relations sexuelles, il y avait énormément de choses à dire. Donc je me suis dit, eh ben pourquoi pas utiliser les personnages de la série et faire des illustrations avec ta vie de couple à toi, ta vie d'amoureuse à toi. J'ai envie un peu de te donner finalement les petites leçons que tous ces personnages m'ont apporté, toutes ces petites leçons que je vais essayer d'appliquer à mon propre couple, toutes ces petites choses en fait qui sont tellement importantes et tellement précieuses. Alors, je te le dis tout de suite, je vais potentiellement quand même pas mal spoiler cette saison-là. Donc, si tu n'as pas regardé la saison 4 de Sex Education, ne continue pas à écouter ce podcast parce que sinon tu vas être spoilé. Si tu n'es pas intéressé par la série et que tu te dis que franchement, pourquoi tu aurais intérêt à écouter ce podcast, sache que l'idée, c'est pas de faire une critique de la série. Je vais pas te raconter la série et t'en faire une critique. Je vais juste utiliser l'histoire des personnages et faire des liens avec la vie amoureuse. Donc, finalement, si tu connais pas la série, si tu n'as jamais vu et si tu t'en fous, tu peux quand même rester parce que ça peut quand même te permettre d'illustrer peut-être des choses que tu as vécues dans tes propres relations. Donc c'est un épisode un petit peu particulier, un petit peu spécial. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur, mais voilà, j'ai envie de me faire un petit kiff, hein, pour être honnête. Et puis, bah, écoute, je suis très curieuse d'avoir tes retours, que ce soit sur la saison 4, que ce soit sur les personnages de Sex Education. Peut-être que tu pourras me dire lesquels t'ont vraiment marqué. Et puis, peut-être me dire si cet épisode t'a plu ou pas, hein, effectivement. Voilà, c'est vrai que je t'invite à vraiment rester, même si tu n'as pas regardé la série parce que ça peut quand même te concerner et concerner ta vie amoureuse. Alors après cette introduction, j'ai envie de te proposer qu'on commence. Et je te propose pour ça qu'on aille d'abord faire le tour, avant de faire le tour des personnages en eux-mêmes, mais de faire le tour des couples qui m'ont marqué dans cette série. Il y a beaucoup de couples qui se sont faits, qui se sont défaits. Et donc, moi, j'ai envie de te parler de certains et des messages, en tout cas, qu'ils ont apportés pour moi. Le premier couple, évidemment, c'est celui de Otis et Maeve, qui sont les deux personnages principaux de la série, hein, voilà, qui sont sur toutes les têtes d'affiche, bref, voilà, qui sortent enfin ensemble. Hein, ça fait 3 saisons qui se tournent autour, ça y est, c'est fait, ils sortent ensemble, mais Maeve s'en va parce que Maeve, son grand rêve, c'est d'écrire, elle rêve d'être autrice, et donc elle part aux États-Unis, la série se passe en Angleterre. Et en fait, le message que j'ai trouvé magnifique dans leur relation, c'est comment se séparer de bonne manière. Et je commence avec ça parce que j'ai trouvé ça très très beau. Il s'avère que Maeve, finalement, tout en évoluant dans son personnage, dans sa vie, elle prend conscience qu'elle mérite sa place aux États-Unis, qu'elle mérite de réussir et de réaliser son rêve. Pour ça, il faut qu'elle se sépare, qu'elle parte loin d'Otis. Et tous les deux ont la maturité de dire, bah, en fait, nous, la relation à distance, ça va être compliqué. C'est vrai qu'Angleterre, États-Unis, c'est un peu loin. J'avoue, même pour moi, ce serait un peu challengeant. Alors, ça se fait, hein, il y a beaucoup de personnes qui gèrent très bien les relations à longue distance. Mais en tout cas, pour tous les deux, bah, finalement, ils ont décidé que bah, non, c'était pas forcément ce dont ils avaient envie. Et ce que j'ai trouvé très beau, c'est que à la fin de la série, Maeve laisse une lettre à Otis et elle lui dit que finalement, grâce à lui, en tout cas, le fait de le connaître, eh bien, elle a appris à faire confiance aux autres, à ne plus vivre finalement, à ne plus être seule et à avoir des sentiments pour quelqu'un. C'est très joli parce que, moi, j'avais accompagné une personne un jour qui était en phase de rupture. Et je lui avais proposé finalement de faire le point positif de sa relation. Souvent, quand on rompt avec quelqu'un, bah voilà, parce que elle m'a fait ça, elle m'a fait ça, moi j'ai fait ça, on se parle plus. Voilà. Mais finalement, tu as vécu une relation de couple avec cette personne. Est-ce que ça serait pas intéressant de faire un petit point et de dire, bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé pour moi et est-ce qu'il y a eu des choses positives? J'ai envisagé plusieurs fois de me séparer avec mon partenaire et récemment, quand une fois c'est arrivé sur la table, je lui ai quand même dit que, j'avais énormément de positifs à tirer de cette relation. J'ai un peu cette vision de me dire qu'il y a toujours de belles choses à tirer d'une relation. Bien sûr, je parle d'une relation saine,
Et je me dis, il y a toujours quelque chose. L'autre t'a toujours appris quelque chose. Donc finalement, c'est plutôt aller creuser finalement, bah, toi, qu'est-ce que l'autre t'a appris? Si tu es en ce moment, bah, voilà, en train de te séparer de ta partenaire, mais qu'est-ce que ta partenaire t'a appris? Est-ce que, grâce à lui, grâce à elle, tu as développé peut-être une qualité? Est-ce que, maintenant tu te fais peut-être un peu plus confiance? Est-ce que maintenant, tu oses te mettre en avant? Est-ce que maintenant tu oses demander de l'aide? Bref, finalement, c'est quelles sont les bonnes choses que t'apporte ta relation. Et évidemment, je trouve ça aussi très, très beau, de faire triompher, bah, ses rêves finalement. Et parfois, ben, voilà, ton rêve, ou en tout cas le rêve de certaines personnes, ça peut être, de faire couple. Et il y a des personnes qui ont vraiment des rêves très, très forts, faire le tour du monde, une carrière un peu spécifique, des projets qui font que, bah, parfois, la vie de couple, ne va pas forcément avec. Donc ça peut être chouette aussi de se dire: «Ben, je vais m'écouter et je vais aller voir ce que moi je peux faire. Qu'est-ce que moi je peux construire et puis on verra bien». Donc j'ai trouvé leur couple très chouette. Moi, j'étais très contente, qu'ils ne finissent pas, ensemble finalement, en tout cas qu'ils se séparent pour que Maëv puisse, aller vivre ses rêves et avoir la maturité en même temps, voilà, de dire à Otis, «Tu m'as appris plein de choses». Et Otis ne lui répond pas, mais évidemment, parce que lui, il lit la lettre un peu plus tard. Mais évidemment que Maëv lui a aussi appris énormément de choses, notamment à s'ouvrir aux autres. Mais voilà, ça c'est une autre histoire. Voilà pour le premier couple dont j'avais envie de te parler. L'autre couple que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est un couple qui m'a un peu piégée, voilà. C'est le couple de Viv et Beau, qui se mettent ensemble. Donc Viv, on l'a déjà vu dans les autres saisons, moi je l'aimais bien, je la trouvais super rigolote, super chouette. Et donc elle se met en couple avec Beau. Et bon, au début, je les trouve très mignons, ils sont très chouettes. Beau lui dit très vite: «Je t'aime», ça se passe super bien, c'est très chouette. Et puis, bah, tout doucement, en fait, on se rend compte que, Beau, dès que, Viv commence à parler avec des garçons, il est pas trop sécure. Ce qui est un peu fâcheux pour lui, c'est que, Viv, son meilleur ami, c'est Jackson. Ils sont très, très proches et Beau ne se sent pas du tout, en sécurité avec ça. Et du coup, bah, il commence à avoir des comportements très bizarres. Il commence à, fliquer un peu plus, Viv. Il commence un peu à lui dire qu'il a l'impression qu'elle drague tous les garçons, à la faire un peu culpabiliser et il en vient même à avoir, quand même, des comportements, violents avec elle. Et finalement, ce qui se passe, à la fin, c'est que, Viv, est entourée, de ses amis, dont, l'une des personnages de Sex Education qui lui dit, «Bah, en fait, si, tu as l'impression de devoir te justifier sans arrêt dans une relation, si tu as l'impression, qu'à 50 du temps, tu es heureuse, mais qu'à 50 autres du temps, tu as l'impression d'avoir fait une connerie, mais que tu sais pas ce que c'est, bah, en fait, c'est pas de l'amour et c'est pas possible». Et Viv dit très justement à Beau, «Tu as peut-être besoin de suivre une thérapie. Je te souhaite d'en suivre une, mais en tout cas, moi, je veux plus rien avoir à faire avec toi. Maintenant, tu me laisses tranquille». Alors, je t'ai fait un gros résumé de l'histoire, mais tu vois de quoi je veux parler. Ici, on est dans un couple qui illustre parfaitement la relation toxique. Donc moi, je disais que j'ai été piégée parce que au début, j'ai trouvé ce couple mignon et je me suis pas rendu compte que ça allait trop vite. Au moment où il a dit: «Je t'aime», je me suis dit: «Ah quand même, il le dit assez vite», mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc je me suis dit: «Mais tiens, peut-être que même en tant que, spectatrice, on peut vraiment se faire très vite piéger par des histoires comme ça». Et puis ça m'a ramené moi à une histoire que j'ai vécue avec, un homme avec qui on est sortis ensemble pendant, 1 mois. Alors c'était du virtuel, mais pareil, ça allait très, très vite. Il m'a dit: «Je t'aime» très, très vite. On s'est tous les 2 emballés très, très vite et en fait, ça n'a pas du tout, fonctionné, hein. Voilà, c'était une personne, très possessive, donc ça a été, très compliqué. Voilà, donc cette histoire m'a fait penser à, un vécu et c'était une très belle illustration, de la relation toxique et donc des rouages, qui, se mettent très facilement en place. On s'en rend pas forcément compte et bah, là, finalement, on voit que ce qui a aidé, Viv, c'est, de pouvoir avoir un entourage très solide, d'avoir des amis, vraiment, très présents qui ont pu, la soutenir, lui montrer que ce n'était pas elle la coupable et que, ce n'était pas possible et que ce n'était pas de l'amour. Donc ça, c'était, voilà, le deuxième couple qui m'a vraiment marqué, l'histoire qui m'a marquée. Peut-être qu'elle te marque à toi aussi, hein, n'hésite pas, à me dire, hein, s'il y a des couples qui font sens pour toi. Et l'autre couple dont j'avais envie de te parler, c'est le couple de Aimé et de Isaac. Je vais essayer d'être rapide parce que Aimé est mon personnage préféré de Sex Education. C'est une, femme absolument magnifique. J'ai énormément d'admiration pour cette femme qui, subit une agression sexuelle, dans la deuxième saison et qui en fait quelque chose vraiment de très fort, puisque dans la saison 4,
elle sympathise avec Isaac qui lui peint et elle se met à prendre des photos et en fait elle va illustrer son trauma en photo pour justement trouver la paix avec elle-même. C'est magnifique, vraiment, c'est très très beau. Moi, ça m'a beaucoup touchée. Elle est très rigolote, Aimée, elle est très décalée, elle est très chouette. Elle a zéro filtre, je la trouve vraiment incroyable. Voilà. Et donc, elle sort, enfin, en tout cas, elle tombe amoureuse de Isaac. Et Isaac, c'est une personne en fauteuil roulant. Moi, j'ai trouvé ça chouette parce que ça a été l'occasion dans cette série de parler du validisme, qui est un sujet qui est rarement évoqué. Je ne vais pas forcément l'évoquer très longuement ici parce que sinon l'épisode durerait trop longtemps, mais il y a aussi une personne sourde dans la série qui s'appelle Aïcha. Et voilà, il y a un petit moment où en tout cas le message est passé et où en fait tous les deux évoquent ce fameux ras-le-bol de devoir parfois s'adapter à une société qui fonctionne pas très bien. C'est vrai que c'est pas très très pratique de devoir prendre un ascenseur tous les jours, un ascenseur qui finit tous les jours coincé. C'est pas très pratique quand les gens ne font pas attention et que tu as besoin de lire sur les lèvres, bref. Donc c'était très cool, moi ça m'a ramené un peu à mon quotidien, vu que moi je suis aveugle, donc c'est vrai que il y avait des choses qui ont beaucoup, il y a des choses hein, qui ont beaucoup résonné avec moi et avec ce que moi j'ai pu vivre ou ce que je peux vivre voilà, en lien avec le handicap. Mais j'ai trouvé ça super chouette. C'est super chouette de voir une histoire d'amour avec une personne en situation de handicap. C'est quand même assez rare. Ça fait du bien, c'est cool, parce que c'est un sujet dont on a besoin de parler. C'est super précieux, c'est vraiment très important. Donc j'ai beaucoup aimé leur histoire, ils sont tous les deux hyper attachants. Il n'y a pas du tout une relation d'aidant, aucunement. C'est vraiment une complicité entre eux qui est très belle. Isaac qui est d'un soutien énorme pour Aimée et pour son histoire. Aimée qui est super rigolote avec Isaac et qui va lui faire confiance de plus en plus. Enfin, c'est une très belle histoire. C'est vraiment deux personnes superbes. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Donc là, voilà, c'était un peu mon couple coup de cœur puisque on a à la fois la résilience, le fait d'avancer avec un trauma, mais aussi, voilà, faire couple avec une personne en situation de handicap, c'est complètement possible. Je t'ai parlé donc des 3 couples qui m'ont vraiment marqué dans Sex Education. Mais il y a un autre couple. Il y a un couple particulier qui m'a vraiment touchée, que j'ai trouvé vraiment très, très beau. J'étais très curieuse de savoir ce qui allait se passer. J'étais pas convaincue au début, mais je l'ai trouvé super intéressant. C'est le couple de Eric et de la religion. Je pourrais dire Eric et Dieu, même, carrément. Alors non pas qu'Eric était amoureux de Dieu, hein, c'est pas ça l'idée. En fait, Eric est une personne de la série qui est homosexuelle et qui, du coup, vit dans une en tout cas dans une communauté, chrétienne, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, c'est un peu difficile pour lui de jongler finalement entre, le fait que lui croit en Dieu, qu'il a, potentiellement envie de se faire baptiser et le fait d'avoir l'impression que quand il va à l'église, il se cache en fait, qu'il cache son identité et qu'il ne peut pas dire qu'il est homosexuel. Et donc, tout le long de la série, il ressent comme des appels, des intuitions, vraiment qui le poussent à aller, vers ce Dieu et en même temps, il y a cette peur-là qui est très présente. Il en discute avec une personne trans aussi dans la série qui, elle, s'est fait rejeter de sa communauté religieuse. Donc, il y a une vraie histoire. Et ça peut paraître cliché au départ, hein, parce que voilà, l'homosexualité et la religion, généralement, ça fait pas un très joli couple. Mais là, la fin était super intéressante puisque Eric dit à toute son église, en tout cas à tous les gens autour qu'il est homosexuel. Et on sent que la plupart des gens ne sont pas très très chauds à l'idée qu'il se fasse baptiser derrière ça. Il est quand même soutenu par le pasteur, il est soutenu par sa famille. Et à la fin, il va voir Otis qui est son meilleur ami, et il lui dit: «Je veux être pasteur». Et en fait, Eric, euh, il dit que finalement, lui, il a envie qu'on change les codes et il a envie de mettre en place plein de choses pour que finalement la religion ne soit plus du tout une barrière par rapport à l'amour. Et finalement, le beau message qu'il reçoit à un moment où il a l'impression de voir Dieu qui lui parle à côté, c'est: Dieu t'aimera, peu importe avec qui tu sors. Alors c'est pas dit exactement comme ça. Je crois que c'est dit Dieu aime tout le monde finalement. C'est pas l'orientation sexuelle qui va changer ça. C'est pas un péché d'être homosexuel, d'être une personne trans, d'être une personne non binaire. C'est pas du tout un péché et que Dieu aime tout le monde. Je rentre pas non plus dans les débats religieux, mais je trouve que c'est un beau couple, en tout cas un bel exemple pour montrer que finalement on peut très bien vivre une foi épanouie, vivre dans la foi
On peut très bien vivre dans n'importe quelle religion et être une personne LGBTQIA+, ça change rien. Et généralement, c'est plus les personnes autour qui vont poser problème que la religion en elle-même, puisque effectivement, Dieu est amour, donc Dieu n'est pas censé s'intéresser vraiment à la relation sexuelle des gens. Je suis pas sûre que, en tout cas pour les personnes qui y croient, c'est pas mon cas, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est important et je trouve son projet du coup très louable. Donc c'est un couple qui m'a marqué mine de rien, même si clairement je suis pas du tout croyante. Moi j'ai vraiment fait le choix de m'éloigner de tout ça. Mais j'ai trouvé en fait le projet vraiment très très beau pour avoir eu des amis dans mon entourage qui ont souffert de ça, dont une amie lesbienne qui a pas mal souffert de se sentir rejetée de sa religion. J'ai trouvé ça vraiment très très chouette de pouvoir se dire qu'il y a potentiellement une réconciliation possible et qu'en fait les deux peuvent totalement cohabiter sans aucun souci. Donc voilà, hein, si jamais Netflix fait un petit spin-off et que c'est sur Eric en formation de pasteur, franchement, ça peut être hyper sympa à regarder, je pense. Alors, au-delà des couples, il y a des personnages dans cette série, des personnages qui sont tous hyper marquants. Ils ont tous une histoire vraiment magnifique. Elles ont tous une histoire très belle, très inspirante. Je peux pas parler de tout le monde, mais j'avais quand même envie de citer certaines personnes en vrac parce que les messages en fait sont très forts. Alors les messages que je te cite, c'est des messages qui m'ont parlé à moi, hein. Peut-être que toi, si tu as regardé la série, ou peut-être que toi, en m'écoutant, il y a d'autres messages qui sont en train de te percuter. C'est complètement possible. Moi, en tout cas, je sais que le personnage d'Adam m'a profondément touchée. Le personnage d'Adam, c'est finalement moi, un petit peu, puisque un jour, Adam peut être attiré par un homme, un autre jour, il va être attiré par une femme. Donc dans la série, il va sortir avec Eric, et puis finalement, là, il va sortir avec une femme avec qui il travaille. Bref, et en fait, ça fait énormément de bien. Parce que même si on est dans un monde où c'est chouette de pouvoir poser des mots sur ce qu'on ressent, c'est chouette de pouvoir dire, bah voilà, je suis lesbienne, je suis bi, je suis une personne trans. C'est aussi chouette de pouvoir se dire, bah, j'ai le droit d'être dans la fluidité et dans le fait de finalement laisser faire qu'est-ce que moi je ressens. Mais moi, je me sens très bloquée pour te donner un partage hyper intime, puisque c'est un peu aussi le but de ce podcast. Moi, je me sens très bloquée. J'ai l'impression que quand les gens apprennent que je suis en couple avec mon partenaire, pour eux, je suis une personne hétéro et je suis dans un couple, point. Ce qui est extrêmement frustrant. Parce que j'ai l'impression de devoir un peu me justifier pour vraiment montrer qui je suis. Parce que je ne suis pas une personne hétéro et que, oui, actuellement, je suis en couple avec un homme, mais pourtant, les personnes que je vais le plus regarder et qui vont m'intéresser le plus en ce moment, ce sont des femmes. Et que finalement, je peux être attirée par une femme un jour, par un homme le lendemain, par une personne trans. Enfin, j'ai pas envie d'être bloquée juste parce que je suis en couple. Je vais pas non plus rentrer dans tous ces détails-là, hein. Je pourrais en faire un épisode si jamais ça t'intéresse. D'ailleurs, ce sera peut-être le cas, franchement. Mais voilà, j'ai envie en fait d'apporter de la fluidité à mon orientation et j'ai pas envie d'être bloquée. J'ai pas envie parce que bah oui, effectivement, j'ai beau être en couple avec un homme, si une femme m'attire un jour, bah peut-être qu'il se passera quelque chose, je sais pas, mais en tout cas, je ne suis pas hétéro et pour moi, ça, c'est super important de pouvoir le poser. Je crois qu'en fait, au-delà de devoir, faire un coming out, je suis bi ou je suis pan ou quoi, en fait, moi, c'est plus l'idée de dire: «Bah, en fait, je suis pas hétéro». C'est plus ça. Après, laissez-moi être dans ma fluidité, mais voilà. Donc c'est vrai que Adam, finalement, quand il explique un peu ça à cette jeune fille et qu'il lui explique, bah, voilà, que lui, un jour, il peut être amoureux d'un homme, un jour d'une femme, je me suis dit: «Mais purée, mais en fait, il est juste en train de parler de moi, donc c'est hyper cool». Donc ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien vraiment d'entendre. C'était, vraiment très chouette. Pour le coup, c'était très fluide et j'ai trouvé ça très, très chouette. Ce que j'ai aussi trouvé, hyper chouette, c'est le personnage de O. O qui est, une des 2 thérapeutes sexuelles des lycéens, O et Otis. Et O est une personne qui, est asexuelle. Et ce qui est magnifique, c'est qu'elle, elle se dit: «Mais à quel moment, comment je peux être légitime?» Elle pose la question de la légitimité de: «Est-ce que je peux être asexuelle et est-ce que je peux donner des conseils aux gens?» Évidemment, la réponse est oui. Et moi, ça m'a fait du bien parce que, il y a eu une époque où, il y a quelques mois où, dans mon couple, ça se passait pas bien du tout et je me suis dit: «Mais purée, est-ce que je suis légitime à donner des conseils?» Et en fait, oui, je suis légitime à te donner des conseils puisque, en fait, si toi tu viens et que tu me dis que tu traverses en ce moment quelque chose de très difficile avec ton ou ta partenaire, je vais pouvoir te dire que je te comprends et je vais pas te dire: «Ça va aller, t'inquiète»,
Non, je vais te dire, je comprends ce que tu ressens parce que je l'ai vécu, je sais ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a des fois où ça va tellement pas que tu n'as pas du tout envie de faire d'efforts, que tu n'en as rien à foutre de la communication non violente et que, ben, en fait, là, juste, c'est pas possible. Je sais qu'il y a des fois où tu as envie de remonter la pente et où il y a peut-être une possibilité, mais c'est très dur. Je connais ça parce que justement, dans mon couple, bah oui, il y a des hauts et il y a des bas et que j'ai pas, je parle pas forcément tout le temps des bas. C'est vrai que je parle peut-être un peu plus des hauts, mais en tout cas, je veux que tu saches que oui, il y a des bas et que bah c'est pas parce que je parle de sexualité que ma sexualité est épanouie tous les jours. J'ai aussi de grosses galères de ce côté-là. Ça pourra faire le sujet d'un autre podcast, mais en fait, tout ça pour dire que je suis comme toi. Je suis pas au-dessus de toi. Je suis pas une meilleure connaisseuse de toi. Je sais pas en fait. Je suis juste là et je peux t'apporter le soutien dont tu as besoin, la légitimité dont tu as besoin, mais en tout cas, sache que tu n'es pas seul et que quand tu vas voir un thérapeute ou une thérapeute, n'oublie pas que c'est une personne avec ses propres problèmes et que ça n'existe pas, le thérapeute ou la thérapeute qui va parfaitement bien, clairement. Et heureusement, parce que ce serait un peu flippant. Et en parlant de choses qui vont bien et qui vont pas bien, je trouve que le personnage d'Abby, qui est une personne qui est très positive dans la série, qui dit qu'il faut avoir le sourire, qu'il faut voir le positif, qui jette un peu un pied de nez au développement personnel, ce qui est assez rigolo, voilà, avec un peu cette loi d'attraction, invoquons le positif, etc. Bon, ça grossit les traits, mais c'est très cool parce qu'à la fin, elle assume que, bah, en fait, c'est ok de pas aller bien et que c'est ok d'avoir des émotions négatives. Déjà, moi, je trouve que ce terme, en fait, n'est pas correct. On devrait juste dire c'est ok d'avoir des émotions. Donc, si aujourd'hui tu vas pas bien, bah, en fait, c'est ok, t'as le droit de pas aller bien. Gros fuck à la société, mais vraiment clairement, hein, je pense qu'il n'y a pas autre chose à dire que gros fuck à la société qui a juste envie qu'on aille tous bien et qui veut absolument qu'on sourit tout le temps. Bah non, en fait, il y a des fois où ça va pas et on a le droit. Et croyez-moi, quelqu'un qui vous dit faut rester positif, certes, dans l'idée, oui, c'est quand même plus cool d'être positif, mais il y a un moment donné, il y a des fois où c'est pas possible et ça fait pas de toi une mauvaise personne si des fois tu craques, si des fois tu pleures, si des fois tu es en colère, si des fois tu vas pas bien. Là aussi, ça arrive à tout le monde et je pense qu'on a vraiment besoin de démocratiser ça. Je vais pas bien. D'avoir juste cette force-là de pouvoir dire je ne vais pas bien. De s'écouter. J'ai pas fait de podcast la semaine dernière parce que j'allais pas forcément bien. J'étais pas dans ce mood-là. J'étais pas dans un mood créatif. Et je dis pas ça pour donner l'exemple, hein, c'est que c'est vraiment la vérité. L'idée, c'est vraiment de pouvoir montrer que bah, quand ça va pas, c'est ok de le dire. Et ça va aller mieux, mais il faut se laisser le temps. Et il faut oser demander de l'aide. Comme le fait la mère d'Otis, qui a un autre bébé et qui subit une dépression postpartum et qui va oser demander de l'aide alors que c'est très difficile. C'est hyper difficile de demander de l'aide. C'est l'acte, je pense, le plus courageux, c'est vraiment d'oser demander de l'aide. Donc, c'était des personnages que j'ai trouvé extrêmement inspirants pour ça. Bien sûr, le personnage de Cal est extrêmement inspirant. Cal, qui est une personne bah, qui se bat en fait pour pouvoir avoir le corps qu'elle désire. Et elle n'a pas assez d'argent pour faire une mammectomie, ou du moins une torsoplastie, et donc c'est très difficile pour Yael. Et donc on voit tout son combat, toute sa souffrance, et là encore, voilà, le côté un peu évidemment idéalisé, hein, de voilà, on te soutient, on est là pour toi, mais qui fait du bien. Son combat est très touchant. C'est vraiment une belle histoire, et même si c'est une série, je lui souhaite vraiment de pouvoir faire tous les changements dont Yael a besoin pour se sentir vraiment bien dans son corps. Et enfin, la dernière chose qui m'a fait du bien en fait dans cette série, c'est de voir un personnage, Jackson, que j'aime beaucoup, avec deux mamans en fait. Et de voir juste une parentalité faite de deux mamans dans une série, et ben moi, ça m'a donné tellement d'espoir. Ça m'a donné tellement d'espoir de me dire peut-être que dans quelques années, ben en fait, dans les réunions parents-prof, il y aura plein de familles très différentes. Peut-être qu'il y aura des endroits où il y aura une seule personne, des parents solos. Peut-être qu'il y aura deux mamans, deux papas. Peut-être qu'il y aura trois parents. Et je trouve ça tellement juste incroyable. Je m'emballe, hein, mais je trouve ça tellement chouette de pouvoir représenter toutes ces personnes-là, de leur donner de la légitimité, de leur montrer qu'elles existent. Voilà, je pense que j'aurais pu continuer encore très longtemps, mais je pense que cet épisode a déjà bien duré. Je te remercie beaucoup pour ton écoute. C'était pas, tu vois, une critique hein, de Sex Education que j'ai adoré.
L'idée, c'était plus d'utiliser tous les personnages de cette série et de te montrer pourquoi ils m'ont touchée. Et tu vois, en fait, à chaque fois, quand je t'ai parlé d'un personnage, bah, je suis revenue un peu à mon histoire à moi. Donc c'est bien, t'en as appris un peu plus sur moi. T'as appris que il y avait peut-être il y avait peut-être des jours où franchement ça n'allait pas très bien, que oui, je suis très souriante, mais que ça m'arrive très souvent d'avoir des gros moments de coups de blues et que c'est OK et que c'est complètement possible de gérer ça. Voilà, j'ai appris que j'étais une personne queer, vraiment fière de l'être et que je ne suis pas hétéro, voilà. Et tu as peut-être pu recevoir de belles leçons par rapport à des histoires d'amour, hein, peut-être par rapport à ton histoire d'orientation sexuelle, peut-être à ton histoire d'amour, peut-être si tu vis une histoire d'amour toxique, si tu vis une histoire d'amour et qui est sur le point de se terminer, une histoire d'amour qui se passe bien aussi. Bref, je suis très curieuse. Est-ce qu'il y a un personnage, parmi tous les personnages dont je t'ai parlé, est-ce qu'il y a un personnage qui, toi, te, te fait sensation ou en tout cas t'interpelle? Est-ce que, je sais pas, c'est lequel ton personnage préféré? Moi, je t'ai dit que c'était vraiment Aimée, que je trouve absolument fabuleuse, mais je suis hyper curieuse. N'hésite pas à me dire quel personnage tu as le plus aimé. Tu peux laisser un commentaire si jamais tu regardes, tu écoutes en tout cas, pardon, ce podcast sur YouTube. Sinon, tu peux m'envoyer un petit mail à celine.filoyoni@gmail.com et puis tu auras tous les liens pour me suivre dans la description de ce podcast. Comme tu le sais, moi j'accompagne les femmes dans leurs relations de couple et dans leurs relations à leur sexualité. Toutes les femmes, c'est-à-dire que tu sois une femme cisgenre, une femme transgenre, une personne non binaire, c'est complètement OK. Peu importe ton orientation sexuelle, que tu sois en couple avec une femme, que tu sois en couple dans une relation polyamoureuse, que tu sois célibataire, si tu as envie qu'on discute de tout ça, n'hésite pas. Je lance aussi un petit message qui sera peut-être entendu ou pas, mais j'aimerais aussi proposer des accompagnements beaucoup plus spécifiques aux personnes queer, aux personnes en tout cas qui font partie de la communauté LGBT, parce que c'est une thématique qui me touche profondément. J'ai vécu beaucoup de choses qui font que je me retrouve dans pas mal de problématiques de ces personnes-là, et j'aimerais vraiment les soutenir. J'ai envie de faire ça bien. Donc si tu es une personne queer, ou si tu es une personne qui a envie en tout cas de me parler de ton parcours, envoie-moi un petit mail ou un message privé, soit sur Messenger ou soit du coup par mail, celine.filoyoni@gmail.com. Et peut-être raconte-moi comment tu aimerais être accompagnée, de quoi tu aurais eu besoin que tu n'as pas eu. Voilà, est-ce que des cercles de parole, par exemple, ça pourrait être quelque chose qui pourrait te faire du bien. Bref, je te laisse vraiment le champ libre pour me raconter tout ça. Et je te remercie beaucoup d'être resté à l'écoute de ce podcast un petit peu particulier, vraiment. Je te souhaite de prendre bien soin de toi pour aimer l'autre encore plus fort, de prendre soin de toi juste pour te faire du bien aussi. N'hésite pas à regarder Sex Education si tu as envie, parce que c'est vraiment une série très chouette. Je me demande comment je l'aurais pris si je l'avais eu, cette série, en étant ado. Je trouve que cette série fait un bien fou. Elle brasse peut-être beaucoup de sujets à la fois, ça peut donner le vertige, mais ça fait du bien et on a besoin de ça. On a besoin de montrer tout ce qui a besoin d'être montré dans une société. Et ça fait du bien quand c'est scénarisé avec beaucoup d'humour, parce que c'est des sujets sérieux, mais il y a énormément d'humour derrière. Franchement, cette série est très drôle. Et puis n'hésite pas à me dire ce que tu en penses et à me dire s'il y a un personnage ou un couple qui t'a marqué un peu plus qu'un autre. Peut-être aussi d'autres personnages, hein. Je n'ai pas parlé de tous les personnages qu'il y a dans cette série, donc n'hésite pas, j'adorerais échanger avec toi. Je suis assez réactive sur les commentaires, donc surtout, n'hésite pas à me faire un retour. N'hésite pas à mettre des étoiles si ce podcast te plaît sur ta plateforme préférée. Ça me permet d'avoir de la visibilité, ça m'aide beaucoup. Et puis c'est toujours hyper chouette de lire des avis positifs ou des critiques constructives. Merci beaucoup et je te dis très certainement à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends soin de toi.